Sunday Night Production. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le 9e épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. J'ai la chance de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Steve Chenel. J'ai échangé avec lui quelques jours seulement avant les championnats du monde. Alors allez savoir, peut-être qu'au moment où sort cet épisode, Steve a réussi son pari, celui d'intégrer le top 15 mondial, et pourquoi pas, un titre de champion du monde. De mon côté, au moment où sort cet épisode, je reviens tout juste d'un défi à vélo dans le grand froid, celui de traverser la Laponie suédoise de la frontière finlandaise à la frontière norvégienne, par des températures allant de -5 à -30 degrés. Pour savoir si j'ai réussi mon défi et voyager avec moi, connectez-vous sur mon compte Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube Arnaud Manzanini. Steve Chenel, dans le cyclisme, tout le monde connaît. Mais le connaissez-vous vraiment ? Savez-vous réellement ce qu'il fait ? Savez-vous réellement qui il est ? À travers notre conversation, vous allez découvrir un meneur d'hommes hors pair. Cycliste professionnel sur route, il est revenu à ses premiers amours, le cyclocross, pour en être le visage en France, l'emblème. Celui qui tient la barre, qui garde le cap, entouré de ses fidèles partenaires. Fidèle pour l'homme, mais aussi et surtout pour l'impact, l'image et les résultats qu'il met sur la table à chaque fin de saison au moment de faire le bilan. L'expérience, il l'a. Les partenaires, il les a aussi. Ne manque que la vision pour faire de belles choses dans l'avenir, et vous comprendrez rapidement que tous les ingrédients sont réunis pour que l'aventure soit belle, car la vision, il l'a, et elle est même très précise. Steve est cycliste, manager, consultant, mais comment fait-il ? Vous entendrez qu'il a trouvé la recette et qu'il n'y a pas de secret. Nous allons également échanger sur deux icônes, à savoir Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, sans oublier notre Français, Clément Venturini, au talent incontesté. Cet épisode est passionnant et vous allez tout savoir sur ce qui se passe dans la tête de Steve Chenel. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis avec Steve aujourd'hui. Bonjour Steve Chenel. Bonjour Arnaud. Écoute, je tenais déjà tout d'abord à te remercier du temps que tu me consacres parce que tu es en stage avec l'équipe de France, tu vas nous l'expliquer. Donc merci beaucoup du temps des 45 minutes que tu vas nous consacrer. Et je vais commencer par te poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste qui est dans le petit groupe qui se détache au dernier championnat de France de cyclocross et puis un ennui mécanique. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, Steve ? Écoute, c'est très compliqué d'en retirer un passage. Après, c'est compliqué sur le moment, mais on n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est essayer de très rapidement enlever l'enchevêtrement des vélos qui se sont créés suite à cette chute, faire un petit peu le point sur le matériel. Bon, bah voilà, mon dérailleur est pété, je peux pas vraiment repartir. Je peux pas repartir en vélo, donc je sais que mon championnat de France, il est foutu. Enfin, foutu par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, qui étaient de jouer les premiers rôles et pourquoi pas aller chercher le titre de champion de France. Donc, on sait très rapidement que c'est foutu. Donc, il y a deux options. Soit on abandonne lâchement, j'ai envie de dire, ce qui aurait été largement possible et compréhensible de par le public, mes parents, tout mon entourage. Soit, en l'espace d'un dixième de seconde, on sait qu'on est là. On fait partie des chanceux. Très rapidement, il était hors de question que j'aille au camping-car et que ma course soit finie. J'avais 1 heure à faire, j'étais conditionné pour faire cette heure-là à fond. Je l'ai fait un petit peu moins à fond que si j'avais été devant, mais en tout cas, je me suis fait plaisir à hauteur de ce que je pouvais me faire plaisir par rapport à tout ce qui s'en mêlait dans ma tête. Mais c'est très compliqué, hein. C'est en l'espace d'un dixième de seconde, on sait que c'est foutu et il y a tout qui s'effondre. Quand ça fait 3, 4, 5 mois qu'on prépare vraiment cette course-là, c'est compliqué. Après, voilà, c'est aussi le charme du sport. C'est aussi pour ça que le sport est cruel, mais que par moments, on peut écrire de belles histoires. Donc, voilà, moi, c'était compliqué à vivre. Mais voilà, c'est la vie, c'est que du vélo. Il n'y a pas mort d'homme, mais il faut avoir quand même un petit peu la tête bien accrochée parce qu'on peut vite péter les plombs. Ouais, c'est certain. Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément ? C'est quoi ? C'est donc une casse de dérailleur, mais c'est suite à une chute ou je crois que c'est, de ce que j'ai lu, c'est un contact avec un autre participant, c'est ça ? Oui, tout simplement, il y a un coureur qui a voulu faire l'extérieur, comme on dit, il n'y avait vraiment pas la place pour passer.
voilà, il a voulu forcer le passage et il a arraché le rétroviseur, hein, comme si on était en voiture et qu'il n'y avait pas la place pour passer. Voilà, il y a été, il a touché. En touchant, il est tombé et il a simplement mis son guidon dans ma roue arrière. Bah, c'est la faute à pas de chance, hein. C'est malheureusement des choses qui arrivent. On Ouais, peut c'est un fait de un course, petit peu rien y effectivement. faire. Après, j'en veux pas non plus. Voilà, j'en veux pas non plus au gaillard, même s'il y a des moments, je comprends pas comment on peut vouloir gagner 5 centimètres alors que la course, elle fait 1 heure, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir être prudent. Tous les deux, notre course était baisée, hein. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai parlé un peu cru, mais au bout de 400 mètres de course, tout ça pour ne pas freiner un petit coup. Donc, bon, voilà, c'est les jeunes de maintenant. Voilà, ils sont un petit peu fougueux et ils ne pèsent pas un petit peu les risques qu'ils prennent. Et comment tu gères justement cette frustration? Est-ce que donc, j'ai une partie de la réponse parce que tu as un discours où tu as vraiment relativisé ce qui s'était passé, mais est-ce que tu te projettes tout de suite sur une autre épreuve? Est-ce que tu t'es projeté tout de suite sur les championnats du monde? Comment tu as géré ça? Non, mais là, c'est quand même un discours de façade, Arnaud, faut être honnête. J'avais pas trop le choix que de toute façon, on allait à l'arrivée. Le Cross Team Legendre avait obtenu un titre 2 heures auparavant. Il y a mon équipier David Menu qui termine 3e médaille de bronze. Donc, non, la journée n'était pas la journée. Par contre, c'est vrai que le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec toutes les émotions qui étaient redescendues et où on pense un petit peu plus à sa propre performance, bah oui, il y a un petit coup de déprime qui est relativement faible malgré tout, hein. C'est un petit coup de blues parce que voilà, on est loin de chez soi et on refait un petit peu tous les calculs de tout l'investissement qu'on a fait. On n'est pas récompensé et surtout, on n'est pas récompensé parce que j'ai l'impression que j'ai pas pu vraiment tout donner T'exprimer. et faire de mon mieux pour aller jouer devant. Voilà, Bien sûr. exactement. Donc, Ouais, je comprends si je m'étais parfaitement. fait battre à la pédale, j'avais terminé. Tu termines 6e, 7e, 8e, tu es battu par 6 mecs plus forts que toi, c'est pas grave. Mais là, voilà, c'est malheureusement Ah ouais, je comprends. le lot des sports mécaniques et que c'est les meilleurs pilotes au monde. Donc, compliqué. Je comprends, mais tu sais, dans les différents podcasts que j'anime, j'aime rembobiner l'histoire de la personne avec qui j'ai une conversation. Et j'aimerais, Steve, qu'on rembobine un petit peu ton histoire. Et si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais de Steve Chenel? Aujourd'hui, je me présente comme un coureur cycliste ex-professionnel, consultant télévision et coureur spécialiste de cyclocross. En fait, moi, je vois trois casquettes en fait chez toi. C'est le cycliste, hein, parce qu'effectivement, tu te présentes comme un cycliste ex-professionnel, mais pour moi, tu es toujours cycliste, hein. Il y a quand même un titre de champion de France de cyclocross que tu as obtenu il y a quelques années après ta carrière professionnelle. Et puis, il y a le manager. Il y a le manager, il y a le meneur d'hommes. Moi, je te vois vraiment comme un meneur Mhm. d'hommes, vraiment. Et puis, il y a le consultant. Donc, il y a vraiment ces trois axes qui constituent ta vie professionnelle aujourd'hui. C'est exactement ça. Tu as bien résumé, c'est ça. C'est oui, coureur, manager, consultant, euh, papa aussi, parce que j'essaie de C'est passer vrai. un maximum de temps avec mes enfants. Et c'est vrai que par le passé, j'ai pas su profiter des moments où j'étais avec eux, justement. J'étais vraiment focus uniquement sur ma carrière cycliste. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais, je pense, un petit peu trop égocentrique pour passer du temps avec mes enfants. Donc, oui, non, non, bah ouais, triple casquette. Après, il y a des casquettes qui ont été plus ou moins allégées ces derniers temps, notamment la casquette de manager où vraiment avec Rodolphe Beyer et Raymond Chenel, mon petit frère, voilà, il était vraiment question de me laisser du temps pour vraiment profiter de ma fin de carrière de coureur. Donc, à contrario, le poids de la casquette de manager, bah, voilà, c'est un petit peu remis sur la casquette de coureur. Donc, voilà, on va dire tous les, tous les mauvais moments, c'est plus mon frère et Rodolphe qui les prennent en tant que manager. Et après, tous les bons moments, on les partage à trois et on essaye de construire cette équipe au mieux. La casquette de consultant, j'ai eu une chance incroyable, c'est que Eurosport diffuse beaucoup de courses, principalement l'été, enfin du moins entre février et plutôt septembre. Donc c'est la période pour moi creuse entre guillemets où les grandes courses, et ce que j'aime le plus, c'est pas pratiquer. Donc c'est plutôt génial. Et oui, bah voilà, après j'ai 22 championnats de France à mon actif, une carrière de 9 ans chez les pros, un titre de champion de France élite en 2018. Une création d'équipe assez incroyable depuis 5 ans maintenant. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de points sur lesquels je pourrais venir si tu veux rentrer plus dans les détails. Ta carrière de cycliste professionnel, donc tu es passé dans les rangs amateurs par le CC Etup.
qui était un club formateur et qui a permis à de nombreux cyclistes de passer le pas vers le professionnalisme. Donc effectivement, tu as couru et tu as été au départ de deux tours, Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Et est-ce que déjà, pendant ta carrière de cycliste professionnel, tu avais déjà eu l'idée de ce team consacré au cyclocross? Pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que quand je suis professionnel sur la route, je suis payé uniquement pour faire de la route et en fait, j'avais pas du tout la mentalité d'un coureur professionnel. Pour moi, j'étais uniquement un consommateur de vélo parce que j'aimais ça et parce que j'étais un passionné de vélo, donc je faisais du vélo et en plus, j'étais payé. Donc du coup, j'avais aucune idée sur ce que j'allais faire derrière, sur ce que je pouvais faire de bien, en tout cas autour de moi, voire même pour moi. Honnêtement, ma mentalité à l'époque, aujourd'hui, les gens qui étaient comme moi, ils me débectent un petit peu, quoi, parce que voilà, je pense que j'étais vraiment concentré uniquement sur gagner de l'argent et faire du vélo, me défouler. Donc, j'avais aucune notion des contraintes qu'une équipe pouvait avoir. J'avais aucune. Il n'y avait pas d'après. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait Non, pas d'après du tout. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'après-carrière. Pour toi, il y avait l'instant présent à chaque fois. Exactement. Et en plus, je me voilais un petit peu la face parce que c'est vrai que du coup, je disais que mes enfants étaient ma priorité, mais s'il fallait partir en course, je partais en course pour justement justifier mon salaire. Et puis, je partais en course en me disant que si je faisais une belle place, j'allais augmenter mon salaire. Pour moi, c'était uniquement l'argent qui guidait ma passion, quoi, tout simplement. Donc, j'avais une mentalité vraiment à la con, hein, comme on dit. À aucun moment, j'ai pensé performance. À aucun moment, j'ai pensé plaisir. À aucun moment, j'ai pensé développement personnel. Et c'est vrai que il a fallu un gros coup du sort pour que toutes ces idées se mettent en place et que finalement l'éducation que j'ai reçue de mes parents ressorte, parce que clairement j'ai pas été élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai plutôt été élevé, voilà, j'ai pas honte à le dire, dans une famille très modeste où certaines valeurs doivent être respectées. Et pendant ma carrière, clairement, j'étais sur mon petit nuage, un vrai trou du cul, comme on dit, qui a besoin de faire sa jeunesse. Mais dans ce que tu décris… Je l'ai fait pendant mes années, que je l'ai fait, raison pour laquelle, à 37 ans, j'ai toujours l'envie de m'entraîner, toujours envie de transmettre et puis d'être bien avec les jeunes. Mais dans ce que tu expliques, ça veut dire que ta fin de carrière, donc quand tu es sorti des rangs professionnels, comment tu l'as vécu? Parce que dans ce que tu décris, il y a dû à un moment donné avoir une prise de conscience, une acceptation. Est-ce que ça a été facile cette période-là ou comment tu l'as vécu? Écoute, en toute honnêteté, au-delà de la fin de contrat qui était arrivée chez Cofidis, que j'avais moi-même choisi, de déchirer mon contrat avec cette formation, c'était un premier coup dans cette équipe. J'avais crochu avec certains coureurs et avec certains membres du staff, et puis surtout avec d'autres, ça se passait très très mal. Il y avait même de la haine. Donc, il était hors de question pour moi de continuer dans ces conditions. Et du coup, ça a été le premier coup dur. On se rend compte bien souvent des choses quand on les perd. Bien souvent, je vois c'est rigolo, c'est rigolo, mais c'est triste à dire, mais on n'ose pas dire aux gens qu'on les aime, on leur dit uniquement quand ils sont sur leur lit de mort, et je trouve ça terrible. Donc moi déjà, j'ai apprécié le milieu que j'avais pu avec coup dur. Finalement, ça a été mon divorce, puisque mon ex-femme a eu vraiment le courage de me dire que c'était terminé, que je n'allais plus voir mes enfants tous les jours, que je n'allais plus être sur le rail, entre guillemets, traditionnel de la famille modèle. Et du coup, il y a eu une grosse prise de conscience parce qu'un divorce, c'est pas une seule personne qui décide de partir, c'est vraiment deux personnes qui s'entendent plus. Et finalement, cette remise en question, elle a été très compliquée pendant 6 mois. Vraiment 6 mois où j'ai eu la tête dans le seau, comme on dit. Mais après, on s'en relève aujourd'hui beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux. Et voilà, je remercierai jamais assez finalement mon ex-femme d'avoir eu le cran de dire je t'aime plus et je m'en vais. Et si je m'en vais, pose-toi les bonnes questions. Il y a une raison. Et du coup, c'est vrai que c'est génial, mais ça passe par des moments difficiles. Et finalement, l'acceptation de la personne qu'on a été, soit c'est du jour au lendemain, on assume complètement. Et soit finalement, on se cache derrière des excuses. Et aujourd'hui, moi, j'ai aucune excuse. Mon passé, c'est mon passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais finalement, c'est ce qui m'a rendu comme ça aujourd'hui. Donc, je suis très, très heureux comme ça. Oui, puis les erreurs… alors, on a un parcours avec des points communs, je dirais, mais ça, on pourra en parler le jour où on se rencontrera dans la vraie vie, autour d'un verre ou d'une bière ou d'un café, avec grand plaisir. Mais toi, tu as fait le choix, en tout cas, de rebondir et de te relever encore plus fort, comme tu l'as dit.
Et puis, donc, tu sors de cette phase de cyclisme professionnel. Et puis, tu vas nous expliquer ce que tu décrivais tout à l'heure comme le coup du sort. Je pense comprendre que c'est la rencontre avec les personnes qui t'ont permis de créer et de donner vie à cette équipe. Hein, j'en déduis ça. Mhm. Écoute, en toute honnêteté, c'est vrai que les gens sont faits pour se rencontrer. Alors, je ne suis pas du tout là à dire que c'est le destin ou que c'est une puissance extérieure. Je ne suis pas du genre à être très perché là-dessus. Mais en général, c'est quand même bizarre. C'est que souvent, les bonnes personnes ont tendance à être entourées de bonnes personnes et les mauvaises personnes restent entourées de mauvaises personnes. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé un petit peu plus à m'ouvrir, à vouloir créer des liens et à vouloir faire le bien autour de moi, forcément, on change son entourage, hein, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, au tout début de la création du Cross Team, j'ai eu la chance de rencontrer par exemple Monsieur Chazal, qui vraiment est une personne assez incroyable. Déjà, au-delà du fait qu'il m'ait aidé financièrement parlant pour lancer l'équipe, c'est quelqu'un avec lequel voilà, j'adorais discuter, quoi. J'adorais discuter par la réussite, par sa société, par justement le bien qu'il faisait autour de lui. Quelqu'un finalement qui était tellement simple. J'aurais pas eu d'atome en commun avec lui et on se serait juste croisés, je crois. Mais le team Chazal, on l'associe, moi je l'associe à Steve Chenel, très clairement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le moment où ce projet a pris vie? À quel moment, alors peut-être que c'est quelqu'un qui t'a insufflé l'idée, mais à quel moment tu t'es dit, mais en fait, c'est ça mon projet, mon projet de vie qui se présente à moi, c'est la création de ce team-là. Est-ce que tu peux nous décrire cet instant-là? C'est très simple, hein, ça, après ma fin de carrière avec Cofidis, très rapidement, il faut que je trouve une activité, il faut que je fasse quelque chose. Et ça faisait un petit moment quand même que ça me trottait dans la tête de pouvoir aider mon ex-épouse à pouvoir faire du cyclocross dans les meilleures conditions. Et du coup, un petit peu bêtement, parce que vraiment, sur le coup, je dis, mais on n'a qu'à créer une équipe et comme ça, on t'aidera. Parce que moi, à ce moment-là, voilà, je vais toucher 6 000 euros de chômage. Enfin, j'ai pas besoin de finances. Ma maison s'auto-paye, entre guillemets. Je suis plutôt serein. Je le fais pour elle. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas la notion de partage, c'est pas la notion de formation. Et c'est vraiment pas à ce moment-là l'idée directrice du cross team qui est d'aujourd'hui d'emmener un jeune sur la petite marche du podium. À ce moment-là, quand je crée l'association cross team, c'est uniquement pour mon ex-femme. Et par contre, très rapidement, je me rends compte qu'il y a un créneau à prendre parce qu'en fait, je me fais plaisir dans ma discipline. Et finalement, en retournant à mes premiers amours, comme ça, je me dis, mais j'ai perdu du temps. Et comme j'ai perdu beaucoup de temps chez les pros, même si j'ai eu tout ce que j'avais à faire, hein, voilà, les belles courses, voilà, heureux, mais t'es pas heureux. Et pour moi, le fait d'être heureux, c'était de pouvoir revenir à mes premiers amours. Et il était hors de question qu'il y ait un gamin qui fonce droit dans le mur, comme moi j'ai pu foncer dans le mur, hein, tout simplement, à faire de la route uniquement pour le pognon, hein. Donc, dans ma tête, c'est on va aider les gamins. On va aider les gamins parce que je savais que moi, par le passé, j'avais été aidé aussi par des adultes qui avaient cette envie de transmettre. Et c'est arrivé assez rapidement, finalement, cette envie de transmettre. Oui, tu es vraiment, effectivement, dans ce que tu décris, c'est la transmission. D'ailleurs, c'était un moment d'émotion formidable quand tu gagnes ce titre de champion de France, hein, 2 ans après ta sortie du peloton. Je crois que c'était la première année de la naissance du team de mémoire où tu gagnes ce titre de champion de France. Ouais. Un moment juste incroyable où en fait, moi j'ai vécu ça comme, en fait, je montre la direction, mais je montre l'exemple aussi. C'est-à-dire que je gagne l'épreuve, j'ai le maillot. Donc, en termes de crédibilité, je pense que tu pouvais pas faire mieux pour faire rêver les jeunes et les emmener avec toi. Ça devait être, en plus, comme tu as l'air d'être quelqu'un énormément dans l'émotion, ça devait être un moment magique de vivre ça. Ah, mais c'était vraiment énorme. Enfin, vraiment, le championnat de France, c'était vraiment le jour. Même encore maintenant, quand je regarde certaines vidéos ou certaines photos du championnat de France de Kellnuck, oui, c'était sportivement parlant, parce que quand je me rappelle de la naissance de mes enfants, c'est plus beau, mais sportivement parlant, par rapport à tout l'amour que j'ai pour ma passion, par rapport à tous les gens qui me suivent et qui me supportent, je veux dire, mon père était là, il y avait mes amis, et c'est vrai que moi qui ai toujours, entre guillemets, voilà, été
Voilà, deuxième, troisième, jamais vraiment vainqueur. À l'époque, j'avais vraiment envie de leur apporter cette émotion-là, ce titre. Et forcément, bah ouais, Kelnuck, ça a été énorme, quoi. Encore aujourd'hui, je te dis, quand je regarde le film, ce qui me fait pleurer, c'est pas vraiment que je suis champion de France. Ce qui me fait pleurer, c'est de voir que mon père est là, que mon père pleure. C'est de voir que ma copine s'en va loin des caméras parce qu'elle a besoin de pleurer aussi. C'est de voir mon kiné qui sanglote à chaudes larmes alors que c'est un gars qui ne pleure jamais. C'est de voir mon entraîneur voilà, qui est là, qui vient quasiment jamais sur les courses et puis qui saute dans les bras de sa femme. Enfin, en fait, tout ça, c'est uniquement le partage, quoi, tout simplement. Ouais, le Et partage, ça et puis m'aurait… c'était comme une récompense, quelque chose qui même si dans le sport, tu sais, des fois, ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui méritent de gagner, mais là, c'était vraiment, on l'a vécu, enfin moi, je l'ai vécu comme une vraie récompense, en fait. C'était tout le monde devait être content sur cette épreuve, que ça soit toi qui la remporte. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand Oui. mais tu comprends ce que je veux dire, hein, quand tu vois des gens qui, et notamment toi, tu es sur le vélo, mais tu fais beaucoup de choses à côté, tu impactes ta discipline. Donc, ça se fait pas comme ça. Il faut trouver un équilibre. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler de comment tu équilibres tout ça, parce que il y a que 24 heures dans une journée, et que ce soit toi qui gagne avec tout cet enthousiasme que tu dégages, ça devait être un beau moment de sport à vivre. D'autant plus que maintenant, tu es aussi derrière le micro. Tu dois comprendre ces moments-là et là où je veux en venir très clairement. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison dans la mesure où c'est que j'ai eu beaucoup de messages derrière où c'est vrai que c'était genre, bah voilà, tu as enfin été chercher ce que tu recherches. C'est limite pour service rendu, c'est très bien que ce soit toi. Et du coup, bah, c'est vrai que c'était vraiment touchant parce que voilà, je pense que aujourd'hui, je le fais pas pour les gens, mais par le passé, je le faisais pour les gens. J'avais envie que tout le monde dise, ah, Chanel, il est sympa, Chanel, il est souriant et tout. Et finalement, bah, si je suis champion de France l'année-là, c'est peut-être aussi parce que je le fais que pour moi et mon entourage. Et du coup, bah, tout le monde derrière était super content. Et puis, j'ai pas triché, quoi. Je veux dire, j'ai envie de pleurer, j'ai pleuré. J'avais envie de dire merde, j'ai dit merde. Et je veux dire, voilà, moi, je suis quelqu'un d'authentique. Quand j'aime, j'aime beaucoup. Quand j'aime pas, en général, je déteste. Et du coup, autant je suis dans le juste dans la vie de tous les jours, autant sur l'amour et ce que je peux donner, je suis pas vraiment dans le juste, je suis plutôt dans les extrêmes. Après, c'est une qualité ou un défaut. En tout cas, c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je veux être. Moi, je suis quelqu'un, je pense, suffisamment entier pour pouvoir bah voilà, dire stop ou plutôt à l'inverse, vivre la chose à fond. Donc, oui, c'était énorme. En tout cas, ça transpire dans ta manière d'être, hein. On le voit comme ça. Mais donc, aujourd'hui, tu as continué à faire développer ce projet, à le faire grandir, à t'appuyer sur des partenaires qui te font confiance. Et quelle est ta vision aujourd'hui, justement, du team Chazal, le gendre? Quelle est ta vision sur le cyclocross en France? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Écoute, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les choses vont très, très vite. C'est vrai qu'il y a 3 ans, déjà, voilà, quand j'étais champion de France, je voulais des gamins autour de moi, mais j'en voulais pas 5 ou 6, j'en voulais 2. Et puis, c'est vrai que vu que je faisais encore du vélo, et on en reparlera après, mais l'organisation entre team manager, coureur, consultant, ça prenait beaucoup de temps, c'était compliqué, je savais pas trop comment je pouvais faire. Finalement, chaque année, de vouloir changer d'objectif, de vouloir toujours en mettre plus, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, clairement, les choses sont enfin posées parce que étant quelqu'un de très brouillon dans la vie et plutôt quelqu'un d'assez impulsif sur les défis ou les choses à faire, pour moi, c'était clair que moi aujourd'hui, c'est clair que je veux emmener un gamin au titre mondial en 2024. Donc c'est sûr que ça va prendre du temps. C'est minimum déjà, bah, là, voilà, 4 ans. Mais voilà, je veux qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui puisse porter le maillot de champion du monde. On a eu Antoine Benoît par le passé qui a terminé 3e des championnats du monde. Ça aurait pu être une énorme surprise. Et bon, bah, à la limite, voilà, c'est pas lui qui l'a eu. Il est parti et ça lui a servi de tremplin pour faire une autre carrière dans l'équipe Alpecin de Mathieu Van Der Poel. Donc, tant mieux. Mais voilà, je souhaite avoir un gamin dès la sortie des juniors dans l'équipe, qu'on le forme et qu'il aille chercher ce titre de champion du monde. Voilà, entre guillemets, pour valider comme voilà, une validation d'expérience transmise, tout simplement. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, les partenaires doivent être réceptifs à ton discours. C'est-à-dire que c'est pas du one-shot avec un partenaire avec lequel tu travailles. Il y a une vraie vision, il y a une vraie démarche, il y a un partage, il y a de l'éducation également. Donc, ça doit
ta vision doit rassurer certainement les partenaires qui t'accompagnent parce que tu as vraiment un cap vers lequel tu veux aller. Tu parlais des championnats du monde. Oui. J'ai vu passer un titre d'une de tes interviews dernièrement où tu interpellais le directeur sportif d'AG2R La Mondiale Citroën sur le fait de laisser Clément faire du cyclocross. Donc Clément Venturini, que je connais bien puisqu'il est un associé dans le café vélo que j'ai monté avec 4 autres amis sur Lyon. Donc on connaît bien Clément et c'est vrai qu'il a un palmarès juste fou et j'ai trouvé en fait la manière dont tu t'es exprimé sur ça totalement juste parce que Clément est champion de France sortant, donc il y a quelques jours au moment où on enregistre, et malheureusement il ne sera pas présent au championnat du monde fin janvier. Moi voilà, en fait j'ai dit ça, alors c'est rigolo parce que ça c'est un petit peu la magie des réseaux sociaux et des journalistes, c'est que je ne sais plus comment c'est venu, mais en gros j'ai dit ah là là, Vincent il a qu'à le laisser faire du cyclocross, parce qu'en fait moi Clément c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, qui a un palmarès, voilà, il était champion du monde chez les juniors et tout. Exactement, et je trouve, exactement. Et je trouve surtout que voilà, il est légitime dans la mesure où il est quadruple champion de France et de la discipline, qui se serait peut-être, enfin en tout cas c'est mon avis, serait peut-être plus épanoui s'il pouvait faire un peu plus de cyclocross. Et pour le coup, moi j'ai lancé ça parce qu'en plus, je pense que pour l'équipe de France, pour toute la discipline, pour le cyclocross, ce serait bien qu'un garçon comme ça, voilà, en fasse plus. Je ne sais pas pourquoi les équipes françaises se brident, ne veulent pas laisser les coureurs tranquilles là. Voilà. Et c'est terrible, quoi. Ça allait être ma question justement sur le fameux pourquoi. C'est parce que tu as connu ce monde professionnel, même s'il a évolué. En quoi ça peut déranger un directeur sportif ou une marque de laisser un coureur, j'allais dire se faire un palmarès, en l'occurrence pour Clément, oui, il est 4 fois champion de France, il peut aller au championnat du monde. En quoi ça dérange de mettre à disposition un coureur peut-être 15 jours ou 3 semaines de plus dans sa saison de cyclocross ? C'est quoi ? C'est la peur de la blessure, la peur de la fatigue ? Ouais, il y a tout. Je pense que c'est un ensemble. Après, le modèle économique aujourd'hui fait que un coureur cycliste est payé du 1er janvier au 31 décembre. Et durant l'hiver, voilà, c'est soit on se repose, soit on est en préparation. Après, il ne faut pas se voiler, hein, les plannings de route sont de plus en plus chargés avec des débuts de saison. Quand il n'y a pas le Covid, voilà, quasiment mi-janvier, on est en Australie, quasiment voilà, fin octobre, début novembre avec les Tours de Chine. Donc, il faut penser à se reposer. Et surtout, là où effectivement on n'y pense pas beaucoup, c'est que le cyclocross, ça demande beaucoup d'investissement matériel, financier et humain, puisque voilà, c'est minimum 3 vélos, 7-8 paires de roues, si on veut faire bien les choses, mais ça demande aussi du staff, un staff qui est déjà parti 220 ou 240 jours par an, et c'est compliqué de redemander à d'autres personnes d'aller avec Clément. Je pense 20 jours durant l'hiver, on exploserait les quotas, donc forcément c'est compliqué. Après là, moi par contre, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des managers, c'est que la plupart des managers pensent que faire du cyclocross, c'est contraignant pour la saison de route. Et c'est là où moi le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs exemples qu'on a, qui sont Van Aert et Van Der Poel, il ne faut pas se voiler, font du cyclocross durant l'hiver. Exactement. Et le modèle marche. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pour nous autres Français ? Il y a beaucoup de coureurs qui reviennent au cyclocross parce qu'ils se rendent compte qu'au-delà de se faire un palmarès, parce qu'il y en a qui ne se font pas de palmarès, qui en plus n'ont pas le talent pour ça, font du cyclocross pour arriver sur les premières saisons de route avec un niveau de performance qui est assez incroyable. Et ça montre que ça fonctionne. Donc forcément, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller chercher un petit budget encore à côté, de l'enlever, de le mettre sur le cyclocross pour que, un, le coureur se sente bien, deux, il arrive au début de saison route avec une condition physique incroyable. Et puis, 3, si en plus c'est des champions comme Clément, c'est des titres de prix, c'est des audiences à la télévision. En fait, pour moi, il n'y a vraiment aucun point négatif à ne pas laisser tranquille les coureurs l'hiver pour qu'ils fassent du cyclocross. On n'est plus dans les années 50 où on imposait le cyclocross aux coureurs. Aujourd'hui, si le coureur il a envie de faire du cyclocross, putain, mais laissez-le faire du cyclocross. C'est comme si on interdisait un joueur de foot durant la trêve et la pause. On l'interdisait d'aller en boîte de nuit, quoi. Le mec, il va le faire en cachette ou il va être frustré et sur le terrain, il sera moins bon. Donc, j'imagine que la frustration qu'on se met dans la tête durant la saison de route, à un moment donné, on écoute peut-être aussi moins bien. Et pour moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'un coureur qui est bien dans sa tête, c'est un coureur qui est performant.
Ouais, il sera plus épanoui, tout à fait, ouais. Ouais, très Exactement, clairement. et je pense que dans le sport de haut niveau, ça se joue à rien. Et malheureusement, on n'écoute pas assez souvent l'athlète, on n'écoute pas assez souvent ses envies. On veut les mettre dans un cadre. Je comprends parfaitement que c'est compliqué de faire de l'individualisme quand on a un effectif de 30 coureurs. C'est très, très compliqué. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en place pour que justement, voilà, certaines choses soient tranquilles pour la tête du coureur. Alors, tu en as parlé hein, de deux grands coureurs, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Donc, toi, tu les côtoies au plus près, hein, puisque tu cours avec eux Mhm. et tu commandes des épreuves. C'est, enfin, c'est quoi? Ce sont deux cas exceptionnels de coureurs qui se partagent les titres mondiaux dans les catégories dans lesquelles ils sont depuis des années. C'est des monstres de la discipline, c'est même dans le cyclisme en général, parce que quand tu vois les saisons qu'ils font sur route, c'est juste dingue. Oui, je pense. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Oui, non, non, c'est sûr, c'est même pas fini. D'ailleurs, ils sont très jeunes, ils ont encore tout l'avenir devant eux. Après, voilà, je pense que déjà, si on prend Mathieu Van Der Poel, je pense que génétiquement parlant, on peut pas faire beaucoup mieux, hein. Clairement, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor, c'est le fils d'Adrie Van Der Poel. Donc forcément, côté maman, il a eu les gènes de Poulidor, côté papa, les gènes de Adrie. Donc c'est un coureur qui a pris très rapidement conscience qu'il avait voilà, une technique incroyable. Il a travaillé dès le plus jeune âge, il allait sur les courses avec son père. Et puis, il a surtout un mental aujourd'hui qui est énorme. Donc, c'est sûr que, entre guillemets, le stéréotype du cycliste parfait, ce serait Van Der Poel. Et après, on a Wout van Aert, lui, qui est un bourreau de travail, un bourreau de sérieux, qui n'a peut-être pas la même génétique d'ailleurs que son principal rival, hein, que Mathieu Van Der Poel, mais qui a une force incroyable, puis une force mentale, lui aussi, hein, vraiment dans la tête. J'ai souvent discuté avec lui. Voilà, c'est quelqu'un de très déterminé qui ne voit pas d'autre issue que la victoire et de tout donner pour la victoire. Un garçon comme Van Der Poel, je pense que si on lui avait fait faire du violon, ce serait l'un des plus grands violonistes. Si on lui avait fait faire de l'athlétisme, ce serait certainement l'un des plus grands coureurs de 100 mètres. Voilà, c'est un peu à l'image d'un Remco Evenepoel qui est en équipe de foot, équipe de Belgique de foot, qui vient au vélo, qui claque tout. Bon, bah voilà, mettez-le au BMX ou mettez-le au handball, ce sera une star Ça mondiale. Y a pas de marcherait quand souci. même. Exactement, exactement. Et toi qui est, on va venir sur ta troisième casquette quelque part, celle de consultant, ça doit être toi qui es passionné, ça doit être un plaisir énorme de commenter des épreuves, qu'il y ait ces champions-là d'ailleurs ou pas, qu'il y ait d'autres personnes à peut-être un niveau un petit peu moindre, mais tu dois prendre un plaisir énorme à commenter les épreuves de par ton regard de coureur professionnel. Bah, clairement, moi, quand je vais commenter une course, j'ai pas l'impression d'aller bosser, hein, parce que c'est mon vrai travail, hein, c'est vraiment celui qui me fait casser la croûte, hein. Voilà, je rentre chez moi le soir, je fais ma facture. Voilà, que je fasse facture ou que je fasse pas de facture, on m'aurait proposé de le faire, je le ferais parce que j'adore ça. Je suis un vrai amoureux du vélo. J'adore le vélo. Je regarde toutes les courses. Donc après, ta question, c'est vrai que de commenter Paris-Roubaix ou de commenter une étape du Tour de Croatie, ça n'a pas la même saveur, mais j'ai un tel régal. Je me fais vraiment plaisir à commenter toutes ces courses, peu importe la course d'ailleurs que Eurosport me propose. Quand je monte à Paris, c'est toujours avec le sourire aux lèvres. Là, par contre, où effectivement mon expérience du passé fait que j'ai pris un peu de plomb dans la tête, c'est que je vais pas les mains dans les poches en me disant ouais, ça va passer, et puis je prends mon pognon le soir. Non, c'est que j'ai envie d'être bon, j'ai envie de connaître la course, j'ai envie d'être au plus juste dans mes commentaires, et puis bah, surtout, voilà, j'essaye surtout de toujours m'améliorer. Donc, c'est devenu un vrai boulot, un boulot que j'adore. Ouais, c'est certain. Et puis quand tu montes à Paris, quelquefois tu montes ton vélo, puisque j'ai eu écho que tu tournais quelquefois à Longchamp, notamment avec un grand cycliste ultra-distance qui est Jean-Luc Pérez, donc qui t'a croisé quelquefois là-bas. Ah, exact. Donc tu montes aussi quelquefois avec ton vélo, et tu connais la joie des cyclistes parisiens qui n'ont d'autre lieu que de tourner autour de Longchamp. Donc là aussi, Incroyable. ça fait naître pas mal de frustration, hein, je te le précise. Non, Et, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est et alors, incroyable. avec tout ce que tu fais aujourd'hui, ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent l'épisode, c'est comment tu arrives à trouver un équilibre entre toutes ces activités pour être, alors c'est bien de trouver un équilibre, mais tu arrives aussi à être performant dans les différents domaines. Donc, comment tu t'es organisé au fur et à mesure du temps pour justement arriver à gérer ça? Alors, au tout début, clairement, je me disais que la journée, elle fait 24 heures, c'est con qu'elle n'en fasse pas 36. Je me le dis Ça, c'est souvent aussi, clair hein. que je- je- je-
j'avais vraiment l'impression que je manquais de temps et j'ai vite compris que le temps, c'était incompressible et que quoi que je fasse ou que je ne fasse pas d'ailleurs, la journée, elle fait 24 heures et c'est moi qui dois la segmenter et c'est moi qui dois gérer mon planning. Du coup, bah, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que je me botte souvent le cul pour, bah, voilà, hein, pour faire telle ou telle chose parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais que dans la vie, malheureusement, on fait pas tout le temps que ce qu'on a envie. Mais pour moi, la meilleure des gestions, c'est, de réussir à prendre du recul sur ce qui est important, ce qui est primordial, ce qui n'est pas important. Et finalement, au tout début, tout était important pour moi. Si je loupais un truc ou machin, c'était grave. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à énerver beaucoup de personnes. Je dis souvent aux gens, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que finalement, de ne pas avoir répondu à un mail en temps et en heure, ou d'avoir mal répondu à telle ou telle chose, ou de ne pas avoir passé le bon coup de téléphone, je t'avais dit 6 heures, ou les gens en retard, j'avais tendance à m'énerver avec les gens en retard. Finalement, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Et j'ai appris à vraiment prendre beaucoup de recul sur ça, à essayer d'être vachement plus détendu et plus cool. Et pour ça, c'est pas facile tous les jours hein, quand même, parce que quand il y a un peu de fatigue et quand il y a un peu d'énervement ou de choses qui n'ont pas forcément été comme on veut, on a tendance à vite péter les plombs. Mais moi, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui, quand je suis fatigué, je le sais, donc j'ai tendance à le dire assez rapidement. Je dis, attendez, m'emmerdez pas, je suis fatigué. Ça peut vite partir en latte. Mais c'est intéressant de la manière dont tu te présentes et dont tu te décris, puisqu'au fur et à mesure du podcast, on voit aussi ton évolution. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais que tu étais un petit peu chien fou quand tu étais jeune, et maintenant, comment tu décris, comment tu es organisé, ne serait-ce que ça, on voit l'évolution de Steve Chenel au fur et à mesure des années, et ça promet un très très bel avenir, et en tout cas les coureurs qui sont dans ton équipe et ceux qui vont l'intégrer dans le futur, je pense, ont trouvé leur mentor. Donc en tout cas, c'est super intéressant la manière dont tu te présentes au fur et à mesure des années qui passent. Et tu parles justement de ton métier de consultant, de cycliste, de manager, avec l'année 2020 dans laquelle on vient de sortir. Comment, toi, comment tu l'as vécu, que ce soit en tant que cycliste, mais aussi en tant que manager? Comment tu as parlé à tes coureurs? Et en tant que consultant, comment ça se passe de commenter une course de son domicile, alors qu'habituellement, tu es plutôt sur site? Alors, écoute, en toute honnêteté, et c'est pas du tout prétentieux de ce que je vais te dire, mais en fait, le Covid, pour moi, il y avait tellement de personnes qui allaient baisser les bras que ça allait nous laisser de la place et nous laisser de l'espace pour pouvoir faire ce qu'on avait envie. Et forcément, moi, j'ai toujours dit qu'il faut savoir s'adapter. Quand j'étais jeune, quand j'étais pro, je ne savais pas m'adapter en fait. J'étais vraiment dans ma case, j'étais dans ma logique, j'étais dans ma ligne directrice et vraiment, j'avais des œillères, je ne regardais rien. Et du coup, ce Covid est arrivé et par exemple, c'est un truc tout bête, mais le Covid, pour moi, c'était l'occasion rêvée de pouvoir dire aux gens, mais nous, il y a le Covid, mais on va augmenter notre budget. Du coup, je me suis peut-être battu encore plus. C'était une source de motivation pour pouvoir aller trouver un partenaire comme Legendre, voilà, qui nous a fait doubler notre budget. Alors que toutes les équipes, à peine le Covid était rentré, que c'était oh là là, ça va être compliqué pour nous à boucler les budgets. Et du coup, cette espèce de défaitisme, pour moi, c'était hors de question qu'il nous colle à la peau. Alors, bien évidemment que je ne vais pas dire que c'est génial le Covid et j'espère que ça va durer. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est simplement qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, n'ont pas su trouver de quoi profiter de la vie, de quoi profiter des gens. Moi, je suis le premier, je suis un gros consommateur de resto. J'ai qu'une envie, c'est d'aller au restaurant. Sauf qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'apprends à vivre sans et je trouve d'autres activités pour me rapprocher un petit peu, peut-être de faire, voilà, faire de la cuisine avec ma chérie et mes enfants, leur apprendre à cuisiner. Mais pour autant, dès que les restaurants vont ouvrir, ben voilà, j'irai au restaurant, mais je ne vais pas aller dans la rue et dire c'est pas normal, je peux pas aller au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? Il était hors de question d'être négatif et j'ai pas passé j'ai pas passé une année de fou, hein, mais simplement, elle est passée tellement vite que bah, voilà, j'espère de tout cœur qu'on va s'en sortir, que tout le monde puisse retravailler, que tout le monde puisse retrouver son petit rythme de vie habituel et faire ce qu'il a envie, et bien évidemment en étant en bonne santé, en étant safety. Mais sincèrement, mis à part le boulot qui forcément était compliqué parce que sans public, loin de tout, et moi qui suis quelqu'un qui adore voir du monde, bon bah voilà, je me suis adapté tout simplement. En tout cas, la manière dont tu le décris ressemble également à ce que tu disais juste avant avec le c'est pas grave, tu vois. C'est dans la même continuité de ton état d'esprit, ouais. Ah mais complet.
Non, mais complet. C'est vrai que même que ce soit mes parents ou mon entourage très proche, mes amis, voilà, c'était waouh, on est dans la merde. Mais je dis, mais on est dans la merde de quoi? Et je dis, on a deux mains, on peut toucher, on a deux yeux, on peut voir, on a un nez, on peut sentir, on n'est pas en galère, on a de la bouffe. Moi, il y a un truc qui m'a fait du bien et j'en parle pas souvent, mais j'ai eu la chance d'aller faire un cyclocross en Chine et sur l'île de Hainan. Et j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient pauvres, mais des vrais pauvres. C'est-à-dire qu'il y avait une canette de coca pour 6 gosses et qui mangeaient à même le sol dans des petites assiettes faites avec un carton. C'est terrible à dire parce que mes enfants sont des gosses occidentaux pourri gâtés avec peut-être 1000 jouets et qui arrivent à te dire quand même malgré tout le soir, je m'ennuie. Alors que ces gamins-là que j'ai rencontrés sur l'île de Hainan, c'était des gamins qui avaient le sourire aux lèvres et qui, à aucun moment, n'avaient envie de se plaindre. Donc, du coup, ça fait du bien des fois d'aller voir un petit peu la misère, voir ce qui se trame dans le monde et arrêter d'être nombriliste et de se dire on a une vie de merde, on ne peut pas aller au resto, on ne peut pas aller boire un café, on ne peut pas faire de bise à sa mère. Bien évidemment qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire une bise à ma mère, mais c'est pas grave, elle attend. Ouais. En tout cas, c'est une belle philosophie vraiment, Steve, que tu nous décris. On va arriver sur la fin du podcast, mais je voudrais également qu'on parle de l'événement qui arrive le dimanche 31, qui est les championnats du monde. Au moment où tu feras ces championnats du monde, moi, je devrais être en train de traverser le cercle polaire à vélo. Je devrais pas être très très loin. Donc j'en profiterai pour avoir une grosse pensée pour toi, puisque je pars le 25 en Suède pour relier la frontière finlandaise à la frontière norvégienne en vélo par -25. Donc ça va être un vrai défi et j'aurai le temps de penser à ça. Comment tu vois ces championnats? Est-ce que tu t'es fixé un objectif, toi, pour le dimanche 31 janvier? Écoute, je vais être honnête avec toi, l'objectif, c'est vraiment de faire mon heure à bloc, de faire la plus belle heure limite de la saison, parce que c'est un petit peu ce qu'on va retenir de ces championnats du monde, hein, et même limite de la saison, parce que mon championnat de France, c'est des départ catastrophique. Donc, non, vraiment, voilà, c'est mon 20e. Donc, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même, d'essayer d'approcher ce fameux top 15, hein, puisqu'on sait qu'en général, c'est les 15 premiers qui sont affichés à la télévision. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ce top 15 et surtout voilà, de repartir de haut stand avec voilà, le sentiment du devoir, la meilleure course à tôt. Et ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une grosse partie de l'épreuve, pas la totalité de l'épreuve, mais qui se joue au départ. Vraiment, le départ est quelque chose de très intense. Donc, dans la préparation d'avant-course, est-ce que vous le préparez comme un chrono? Est-ce que vous faites du rouleau, du home trainer pour faire monter le cardio au maximum? Après, c'est un petit peu chacun à sa sauce. Moi, j'aime bien faire un petit peu d'home trainer pour rester au chaud parce que je suis quelqu'un de très frileux qui a tendance à vite avoir froid. Et je penserai d'ailleurs à toi quand tu seras par -25. Hein. Je pense qu'avec avec mon petit syndrome de Raynaud, je pense que je ne sentirai plus mes doigts. Bref, bon courage à toi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être sur l'home trainer pour pouvoir voilà, maintenir la température. Et puis, après, c'est vraiment chacun fait sa petite routine habituelle. Il y en a qui aiment bien aller sur la route, faire une demi-heure. Un garçon comme Mathieu Van Der Poel, voilà, il est ultra surprenant. Il y a des fois, il ne s'échauffe pas du tout. Voilà, il fait 10 minutes dehors et il va sur la ligne de départ. Voilà, bon, lui, c'est un petit peu par moment, voilà, on sait que c'est un phénomène, donc ce n'est pas vraiment lui qu'il faut regarder. C'est essayer de discuter avec un maximum de personnes voilà, qui connaissent un petit peu voilà, les réactions du corps humain. Et puis, il faut surtout bien se connaître, faire ce qu'on a envie pour essayer voilà, d'être le mieux possible sur la ligne de départ avec le moins d'interférences négatives et puis prendre un gros départ qui, effectivement, aujourd'hui, conditionne les 2 tiers de la course. Ouais. Bon, en tout cas, on va suivre ce championnat avec beaucoup d'intérêt. L'épisode sera diffusé quelques jours seulement après. En tout cas, merci beaucoup, Steve. Est-ce que tu auras un dernier message à faire passer aux gens qui écoutent l'épisode? Profitez de la vie, tout simplement. Profitez de la vie, profitez de vos proches. Et puis, croquez la vie à pleines dents. N'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez, à ceux que vous aimez. Et puis, ne vous emmerdez pas avec les cons. Bon, bah écoute, c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce que je sais que tu as un rendez-vous dans quelques minutes. Donc, un grand merci à toi, Steve. Et puis, je te souhaite tout le meilleur, pour cette année 2021 et pour ce championnat. Et puis, écoute, au plaisir de te croiser dans la vraie vie pour échanger. Ça sera un vrai plaisir pour moi, en tout cas. Merci beaucoup, Steve. Et en tout cas, bon courage à toi dans ta traversée. Là, pourtant, je suis des Vosges, mais je déteste le froid. Donc, tu m'aurais parlé de voilà, la traversée du désert de Gobi ou
à traverser du Sahara, pourquoi pas, tu m'aurais presque donné envie. Mais là, honnêtement, voilà, je penserai bien fort à toi sur ton vélo et je te souhaite vraiment bon courage. Je pense que tu vas passer par des super moments. J'y C'est le but, je pense. vais pour ça. Et on a un point commun, c'est que moi aussi, j'ai peur du froid. Et c'est pour ça que je vais là-bas. Donc écoute, un grand merci et puis à très bientôt. Eh ben, t'as bien raison, profites-en alors. Profites-en. Merci Steve. Ciao. Ciao, ciao.